Et nous, on a été plastiqués au 4e. C'est le premier appartement de la place d'Alger qui a été plastiqué. Ce qui m'a ouvert l'esprit, c'est que, vivant à Alger, comme nous le savons, à Alger, on voyait le monde européen. Par l'intermédiaire d'un ami, j'ai commencé à faire du vélo. Du vélo de compétition, j'étais pas une vedette, hein. Et ça m'a fait sillonner l'Algérie aux 100 km à la ronde. Ce que beaucoup d'Européens ne sont jamais allés dans ces endroits-là. Quand on allait à Médéa, quand on montait de Médéa, on voyait les gourbis, les déchets avec les enfants pieds nus, mal habillés, avec des petits par-dessus, etc. Alors, ce qui nous faisait voir aussi, c'est quand on partait à 4 heures du matin, on voyait les ouvriers agricoles déjà au travail. Roberto Muniz a déjà 38 ans. Il est syndicaliste et secrétaire général d'un parti de la gauche péroniste. Il est marié quand il choisit de rejoindre le front. J'ai 10 ans, 54, comme ça. Donc au début, après le 1er novembre, Après. Parce que j'aime beaucoup. Parce que justement, moi j'ai commencé à militer là-bas. Pas dans les FLN. bien sûr. Mais pour les droits de l'Algérie et l'indépendance. On a fait des meetings publics comme ça, faisant beaucoup d'activités militantes à travers les syndicats, en faisant des réunions, en expliquant les problèmes de l'Algérie et tout cela. Il y avait une équipe composée de 4 ou 5 personnes en Argentine, installée en Argentine, de l'FLN, pour faire connaître la lutte du peuple algérien dans toute l'Amérique latine. Voilà, d'accord. Te manchaste tu chaleco impecable, tu chaleco inmaculado, lo volviste a manchar. Un poco de torta, Adriana. De acuerdo, sí. Et c'est eux qui m'ont proposé après, qui connaissaient mon métier, ajusteur, que je pouvais fabriquer des matrices. C'est eux qui m'ont proposé, si je ne pouvais pas, les aider encore un peu plus. Venir à travailler dans une usine de fabrication d'armement que les FLN, les GPRA à l'époque, il avait installé au Maroc. Et c'est comme ça qu'après je suis, comme on dit, je suis venu pour participer directement non au combat, sinon à la logistique, service logistique. On est arrivé dans ces grandes fermes à voir à peu près 350 à 400 personnes. Pour faire un travail clandestin, c'était trop nombreux. Malgré les camouflages et tout cela, et malgré aussi les gardiens, parce qu'ils avaient des soldats de la LN qui faisaient occuper de faire la garde, jour et nuit. Et les gens, ils arrivaient, beaucoup de gens, très jeunes, de 18 ans, il y avait même des gens de 17 ans, et la majorité de ces gens-là, c'était des gens qui étaient en France. C'est là-bas en France qu'ils avaient pris un métier. Et ça, c'est important aussi, je voulais en passant dire, le rôle de la Fédération de France, qu'il a pris tous ces gens-là, dès qu'ils étaient convoqués pour s'incorporer dans l'armée française, la Fédération de France s'occupait de les faire sortir à l'extérieur, clandestinement.
très efficace, parce qu'il est tout démontable et il se peut ramener facilement dans un petit paquet. Les chargeurs, on les démonte, la crosse, ça se démonte, et là-bas, on la garde. Même les canons ici, il est fixé ici avec un petit tube fileté. Les chargeurs, les canons ici, la crosse ici, il reste un petit paquet, disons, voilà, de 45 cm, disons comme ça. C'est facile à transporter. Voilà. J'appuie la mitraillette sur mon épaule. Voilà. Et voilà, une jolie petite arme. On a fabriqué alors 10 000 mitraillettes. Alors c'est-à-dire que Jacques Matrice devait fabriquer 10 000 pièces. Et on a fabriqué 100 000 chargeurs. Pour que chaque mitraillette devait être accompagnée pour 10 chargeurs. Les 10 000 mitraillettes, ils ont été essayées une par une. Par le passé, avant 1957 par exemple, et tout cela, bon, ils s'achetaient des mortiers et tout cela, s'achetaient quand ils pouvaient trouver pour acheter. Parce que c'est des armes comme ça, on achète généralement en contrebande. Et ça coûte énormément cher. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'essayer de fabriquer aussi des mortiers comme ils sont fabriqués à partir de 1956 des grenades et des obus. Je ne suis pas d'accord. De Gaulle, il a fait ce qu'il fallait faire pour garder, mais ensuite... De Gaulle est venu en 58. Oui, d'accord. Il a fait la guerre, elle a été la plus meurtrière pendant les 4 ans. Je ne dis pas le contraire, avec les opérations jumelles. Les opérations jumelles. Il a tout essayé. Il a tout essayé. Et puis ensuite, il s'est trouvé devant une réalité qui dépassait la guerre. C'était une réalité historique. La colonisation a fait son temps, c'est terminé. Il a plié bagage de toute l'Afrique, pas seulement d'Algérie. Où il a compris, c'est quand il y a eu la manifestation de 60. Ah, 60, oui, c'était un référendum avant l'heure. Il avait annoncé, et même la veille, le 10, ça a commencé au boulevard Cervantes d'abord. Mais en fait, c'est un homme quand même qui a compris que c'est le colonialisme africain. D'ailleurs, pas seulement pour l'Algérie, puisqu'il a libéré toute l'Afrique ensuite. Lui, ce qui sachait, c'est la troisième force. Les peuples de libéré toute l'Afrique. Enfin, la donne est libérée, c'est une façon de parler, on ne va pas jouer sur les mots. Il était obligé sur l'Algérie. Quand il s'est retiré du Vietnam, c'est pour se concentrer sur l'Algérie. Et au Vietnam, il a donné le relais aux Américains. La France, elle a donné le relais aux Américains. Non, parce que le Vietnam. L'Indochine, c'est le Vietnam qui leur donne un coup de pied. Parce que les guerres... La guerre n'était pas finie. Après son départ, elle a continué jusqu'en 1975. Tous les militaires qui étaient ici au sont partis au Vietnam. Ça va pas ou quoi? Qui c'est qui a pris le relais? Le plus grand massacre, ce sont les Américains qui les ont fait au Vietnam. Alors, avec les B-22. Avec les bombes, napalm. Pourquoi ici, ils n'ont pas bombardé au napalm? Oui, je dis pas que non, mais c'est pour nous dépendre. Bombardé au napalm. Au moment où on a appris la victoire des Vietnamiens à Dien Bien Phu, on était heureux. Qui était un 8 mai. Oui, pour nous, c'était un peu la revanche du 8 mai 45. Et on pouvait se dire, à partir de là, le 8 mai 45 ne pourra plus se reproduire. Jeune étudiant, il a rejoint le front.
Il a contribué à créer le Moudjahid clandestin, organe central du FLN. Il est professeur de médecine à Alger. C'est une époque quand même où les journaux de l'Algérie française étaient remplis de cérémonies à la mémoire des héros de Dien Bien Phu, de services religieux, etc. Et nous, pendant ce temps-là, on prenait un couscous de victoire. Donc, pour vous dire qu'on était déjà complètement décroché de la minorité coloniale et complètement immergé dans le bain nationaliste. Mais je pense que la population coloniale était très consciente que s'il y avait l'égalité, ce serait fini de leur suprématie. C'était un apartheid larvé et hypocrite, parce que la plupart des gens de la minorité coloniale ignoraient superbement ce qui se passait du côté algérien. C'est une ségrégation absolue. Après toute la période coloniale marquée de pillage, de vol, de frustration, de vexation, de torture, d'emprisonnement, de mépris de votre culture, vous avez été contraint, après des années d'action, pour essayer d'obtenir votre autonomie d'abord, votre indépendance ensuite, par une voie pacifique et démocratique et parlementaire. Vous avez été contraint, vous avez été acculé par l'incompréhension de l'État français, vous avez été acculé à déclencher l'insurrection du 1er novembre 1954. Le 1er novembre arrive, j'ai un sentiment de libération. En même temps, un peu inquiet en disant, est-ce que ça va durer? Et quand je suis rentré chez moi le soir, je reçois la visite de Mohamed Laïchaoui, qui était le journaliste qui avait tapé le tract du 1er novembre à Érié-les-Moulins, qui est venu me dire tout de suite, écoute Pierre, c'est ni les uns ni les autres, mais c'est sérieux. Donc à ce moment-là, si vous voulez, j'avais plus de... Comment dire? J'avais pas de problème. Il y avait 2 camps, j'étais dans un camp. Je crois que ce qu'il y a eu d'important du côté algérien, c'est d'avoir manifesté dès le début et dès l'appel du 1er novembre que ce n'était pas une guerre de religion, que ce n'était pas une guerre d'épuration ethnique, c'était simplement une revendication du droit à l'égalité. Et ça, c'est très important, dans le respect des traditions civilisationnelles et culturelles de l'Algérie, mais en même temps, c'est la première fois que, dans l'histoire de la décolonisation, les colonisés d'une colonie de peuplement offrent la nationalité aux anciens colonisateurs. C'est la première fois. Un masque. Ah oui, pour les vapeurs. Et le problème, le drame, et c'est pour ça que j'aurai l'occasion tout à l'heure de rendre hommage encore aux hommes de novembre qui ont eu la clairvoyance et le courage de déclencher l'insurrection.
Messali Hadj, lui, complètement largué le 1er novembre, ne comprenant pas l'importance du 1er novembre, et restant sur place et créant le MNA qui va combattre le FLN. Mais il reste quand même que, historiquement, c'est le premier qui ait créé une organisation pour l'autonomie d'abord et puis l'indépendance, pour l'égalité d'abord et pour l'indépendance de l'Algérie ensuite. C'est le mérite de Messali Hadj, auquel maintenant, après des années d'histoire, les autorités algériennes, y compris, rendent hommage maintenant. Je dirais que l'emblème national a été conçu, confectionné en 1936 par Émilie Bouscan, la femme de Messali Hadj, qui a été morte en 1952, et 20 000 Algériens ont accompagné sa dépouille jusqu'au port d'Alger. Alors, dans cette maison, comme l'a dit M. Arbadji, sont passés beaucoup de dirigeants, dont Aban Ramdan, qui a été le premier unificateur des forces du FLN au congrès de la Soumam en 1956. Pour moi, je le dis et je le répète, c'était le rassembleur. Le rassembleur, c'est grâce à lui qu'il a quand même pu ramener les ulamas, les communistes. Il a ramené l'UDMA, Farhat Abbas et consorts à la Révolution. Parce que Aban Ramdan ne faisait pas de différence entre eux. Tout le monde est nécessaire. Lorsque nous avons rencontré Aban avec ma femme le 20 septembre 1955, l'engagement au sein du FLN est devenu plus concret. Jusque-là, on avait transporté des gens, caché des militants, et à la fin de l'entretien, Aban nous demande « Et vous, qu'est-ce que vous pensez ?» On lui a dit « Nous sommes Algériens ». Après un premier mouvement d'étonnement, il nous met à l'épreuve. C'est-à-dire le lendemain, on reçoit un message en disant qu'il y a quelqu'un à transporter, il faudrait le transporter depuis l'Alger Centre jusque vers El Arache. Bon, j'y vais avec les 2 chevaux et on voit arriver Aban déguisé comme un petit employé européen avec un chapeau de feutre et un carton à gâteau qui contenait un pistolet et nous l'avons convoyé. Donc à partir de là, des relations très fréquentes se sont nouées avec Ramdan Aban puisqu'il venait... Quand il avait l'occasion de dormir à la maison, c'était un de ses refuges à Alger. Et on a échangé, on discutait de tout. À Barberousse, quand je suis rentrée, ils m'ont mis au cachot. Bon, j'ai fait beaucoup de cachots. Non, pas de cachot. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de cachots. Et un beau jour, il y avait la conveilleuse, comme on dit. C'était une roumaine, mais algérienne, qui me portait à la gamelle. Bon, j'étais par terre, sur un machin par terre. Et en me posant la gamelle, et la fille était très agile, en me posant la gamelle, j'ai senti quelque chose sur ma robe. D'instinct, j'ai mis la main. Et la surveillante